Et voilà, c'est mieux. Bonjour à tous. Ça y est, ça va marcher. Quelques petits problèmes techniques, c'était juste le mute sur le micro. Merci Marie, du coup, merci à tous d'être là. Salut, c'est Jérémy, c'est Alzi, et on est en direct avec Kevin Finel qui va nous parler du futur de la communication, avec qui on va faire connaissance. Ce que je vous disais, c'est que je ne l'ai jamais rencontré et j'ai hâte de pouvoir lui parler. Merci déjà à lui d'avoir répondu à l'invitation. Et donc, j'ai hâte de lui parler. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions dans le chat. Et voilà, si vous avez des questions, des interrogations, que vous voulez en savoir plus, on accueille tout de suite Kevin. Voilà, bonjour Kevin. Bonjour, Ça va bien? on a quelques petits soucis techniques, mais on arrive à se rejoindre. Oui, très très bien. Et toi? Bah oui, écoute, on a eu quelques petits problèmes sur le micro, tout ça, mais maintenant on a réussi. En tout cas, merci, merci à toi bah, de répondre présent et de passer du temps avec nous. Et puis voilà, je suis très content en tout cas de te rencontrer. Enchanté, déjà, c'est la première fois que enfin, voilà, je te connais un petit C'est peu. réciproque. Bien sûr, ta réputation te précède. S'il y a des gens qui ne nous connaissent pas ici, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu peux parler de ton parcours? Ouais, c'est toujours complexe je trouve, de se présenter. Mais eh ben, écoute, je suis quelqu'un qui est avant tout passionné par une pratique qui est l'hypnose, qui habite ma vie depuis assez longtemps et que j'essaie de développer de plein de façons différentes à travers pas mal de projets, d'entreprises, de recherche. Et c'est une passion qui continue à m'animer, même de plus en plus, je dirais. Ouais, moi aussi, du coup, j'ai découvert l'hypnose bon, quand j'étais enfin, jeune, vers 16 ans. J'ai vu un spectacle d'hypnose, ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça magique. Est-ce que tu trouves que l'hypnose, c'est magique? Est-ce que tu trouves que tu le vois plus comme une technologie? Comment est-ce que... Qu'est-ce que toi tu entends par magique du coup? Moi, je trouvais ça magique, ce pouvoir que l'hypnotiseur avait sur une scène. Donc là, on est plus en hypnose de spectacle, de claquer des doigts et de faire des choses aux gens. Donc on a toujours voilà, cette idée, cette fascination pour l'hypnose. Est-ce que toi, tu vois ça comme un pouvoir magique, un super pouvoir? Je sais pas. Alors, l'hypnose de spectacle, pour le coup, c'est vraiment de la magie au sens où c'est du trucage la plupart du temps. Euh, Là où il y a une autre pratique qui s'appelle l'hypnose, malheureusement, qui porte le même mot, qui est vraiment basée sur le fonctionnement humain,
qui me semble magique aussi, mais avec une autre définition du mot, dans le sens où elle nous parle de tout ce qui est un peu étonnant dans l'être humain. Et elle est aussi un moyen d'investigation de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on entend par magique, mais si c'est au sens de prendre pouvoir sur quelqu'un, en fait l'hypnose n'est pas vraiment ça. Si par contre c'est au sens d'explorer nos mondes intérieurs, alors là il y a vraiment quelque chose de fascinant et de magique, je trouve, oui. Ok, ces mondes intérieurs, c'est ton projet Psychonaute. Comment ça se traduit? Qu'est-ce que tu entends par mondes intérieurs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ah, ça c'est une très vaste question aussi, mais pour faire simple, on a tous une partie qui nous échappe, qui est une partie inconsciente, et en fait une partie bien plus importante que notre part consciente, pour faire très simple, hein, très schématique. Cette part-là, c'est à la fois notre mémoire, notre imagination, c'est notre corps, c'est tous nos fonctionnements inconscients, nos routines, c'est-à-dire en fait 99% de notre vie. Et on n'a absolument rien dans notre culture ou dans notre éducation qui nous y prépare, qui nous y confronte, qui nous apprend comment ça fonctionne. Ce qui fait qu'on peut passer quasiment toute notre vie confiné dans un tout petit pourcent de notre possibilité. Et, euh, et pour moi, l'hypnose, c'est un moyen d'accès. C'est un moyen d'accès à toute cette part qui nous échappe, qui contient des possibilités, des ressources, des connaissances. Euh, D'une certaine façon, c'est un petit peu comme si notre part consciente, c'était un peu notre chez nous, notre appartement, tu vois. Moi, je suis en plein déménagement, il y a des cartons autour de moi, donc c'est un appartement un peu en pré-déménagement. Mais ça serait dommage de rester chez nous tout le temps, quelque part. Et on a des territoires très vastes à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont très étonnants. C'est un peu comme si on pouvait voyager tout autour de la planète dans des cultures différentes. À l'intérieur de nous, il y a énormément de choses qui sont très, très éloignées de ce qu'on connaît de nous-mêmes. Et ce que je trouve fascinant, c'est la capacité qu'on pourrait avoir à explorer tout ça, à voyager tout ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à considérer l'hypnose comme un moyen de transport avant tout, pour aller vivre tout ça. Que ce soit en auto-hypnose, pour se le faire par soi-même, ou en étant accompagné par quelqu'un qui va nous guider. Ok, donc du coup, toi, tu as fondé l'Arche en 2002, c'est ça? Et je voulais te demander un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de la formation? Qu'est-ce qu'il faut pour se former en hypnose? Est-ce que c'est difficile? Ça prend du temps? Alors ouais, l'Arche, c'est une école de formation qui est devenue la principale école d'hypnose en Europe. C'est aussi un centre de recherche pluridisciplinaire, donc il y a aussi une cellule recherche, neurosciences principalement. Et on forme des personnes à un métier qui est un métier à la fois très ancien et très nouveau, qui est celui de l'hypnose. Je dis très ancien parce que d'une manière un peu différente, ça existe dans toutes les cultures. Sauf qu'avant, on appelait ça des sorciers, des chamans, des druides, ça avait toutes sortes de noms. Mais dans notre époque moderne, c'est quelque chose qu'on avait quasiment oublié, qu'on a très lentement redécouvert depuis le XVIIIe siècle, avec beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'erreurs, qui à un moment donné a été simplement une technique, notamment utilisée dans des professions médicales, par exemple, en plus de métiers déjà existants, mais qui tout d'un coup s'est émancipé de ça pour devenir un vrai métier à part entière, un métier qui euh, correspond à énormément de matière, en fait. Il y a énormément de choses dans la question de l'hypnose. Il y a la connaissance du cerveau, il y a la capacité de guider les individus dans leur exploration personnelle vers du mieux-être, puisque la plupart des gens qui pratiquent l'hypnose aujourd'hui le font en tant qu'accompagnants. Donc ça va de la psychothérapie au coaching, on pourrait dire. Et apprendre ce métier, pour revenir sur ta question, c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est très riche. Donc ça demande du travail, de l'entraînement, beaucoup moins que d'apprendre à jouer du violon, par exemple, mais comme toute discipline un peu nouvelle, qui en plus nous demande peut-être de réfléchir un peu différemment, parce que ça demande de comprendre un peu nos fonctionnements inconscients. Elle est assez fascinante, elle est assez déroutante aussi, cette discipline. Et souvent, elle nous fait passer par un voyage intérieur. Apprendre à hypnotiser, c'est aussi apprendre notre fonctionnement. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez beau à apprendre aussi. Ouais, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord que cette première fois où tu hypnotises quelqu'un, ça change la vie, c'est vrai. Une grande découverte sur soi-même et sur ce qu'il est capable de faire juste avec ses mots. Est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que justement cette connaissance des mots, moi j'ai l'impression que la communication c'est une technologie qu'on nous a mal apprise. Est-ce que tu serais un peu d'accord avec ça? Est-ce que on on peut la réapprendre. En fait, j'aimerais voilà faire comprendre que voilà le pouvoir des mots, c'est ça que je trouve magique en fait. Et effectivement, après, faut définir ce qu'on trouve magique, mais c'est un peu ces mondes intérieurs et ces mondes invisibles aussi que j'aime bien décrire comme ça. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils existent pas, et pourtant,
on peut prendre conscience et s'attarder sur les choses. Du coup, cette formation, voilà, c'est pour former des hypnothérapeutes, donc ça veut dire qu'on peut soigner par les mots. Alors, déjà, on dit plus hypnothérapeute, c'est un mot qui est vraiment réservé au domaine médical maintenant. Donc, c'est vraiment une profession à part entière, hypnothérapeute, qui n'existe plus vraiment parce que les médecins gardent leur profession. Et le mot thérapie en France est quasiment condamné. Donc, on parle de praticiens d'hypnose, d'hypnologues, d'hypnotistes. Et de la même façon, on ne soigne pas parce qu'on n'a pas le droit de soigner. Et de toute façon, je pense que le mot n'est pas du tout approprié. En fait, ça revient à ce que tu disais, c'est de la pédagogie, tout ça. Quand quelqu'un, par exemple, a du mal à changer un comportement, il n'est pas malade. Il a juste un manque de connaissances et d'expérience sur ses fonctionnements. Et le but de l'hypnose, c'est de l'aider à comprendre comment ça fonctionne et à réorganiser tout ça. Donc, c'est vraiment une sorte de pédagogie cognitive, d'une certaine façon. Même si quelqu'un, par exemple, a une douleur qu'on ne peut pas expliquer, c'est des choses sur lesquelles il nous arrive de travailler avec l'hypnose, avec un avis médical dans ces cas-là, pour être sûr qu'on n'interfère pas avec un diagnostic, par exemple. Mais même dans ces cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux gens à réguler leur perception subjective. Ce n'est qu'une perception, la douleur. Et on peut l'augmenter ou la diminuer. On peut se faire de l'hyperesthésie ou de l'anesthésie. Et ça rejoint vraiment ce que tu dis. En fait, on n'a jamais appris à faire ça. C'est-à-dire qu'on vit dans une culture qui, en fait, est la seule culture, présente ou passée, qui fait l'impasse sur la question des états de conscience. C'est une exception culturelle totale. Je suis pas sûr que ce soit une heureuse exception culturelle. Et ce qui fait qu'un enfant va grandir sans qu'on lui apprenne à communiquer avec les autres, mais sans qu'on lui apprenne à communiquer avec lui-même. Donc, il va avoir une émotion, il va se dire c'est normal ou c'est pas normal. Il ne se dira jamais, ben, en fait, cette émotion, c'est juste mon corps qui communique avec moi et je peux apprendre à communiquer avec, et je peux apprendre à bouger, à transformer, à m'en emparer, à rentrer dedans. Pareil pour énormément de choses qui nous arrivent. Nos comportements, on croit aussi qu'ils sont normaux ou anormaux, alors qu'en fait, on devrait les choisir, les créer, les transformer, les faire bouger. Euh, Au lieu de s'emparer de tout ça, finalement, on devient un petit peu spectateur de ça. Et je crois que l'hypnose nous remet dans une position d'acteur, en fait, de nous-mêmes. Ouais, cette notion de subir et d'agir sa communication, est-ce que c'est parce qu'au bout d'un moment, on crée tellement de routines, d'habitudes, qu'on s'en rend même plus compte? Ouais, je pense, ouais, en fait, il y a une logique dans tout ça. Dans les premières années de notre vie, on se construit tout un ensemble de réactions qui vont nous aider à survivre. En fait, on apprend à répondre à tout ce que le monde nous envoie. Notre cerveau, il a une grande capacité à structurer. Pour ça, il est super bien fait. Sauf que cette structure, elle devrait être contrebalancée par de l'exploration et du mouvement. Mais dans notre culture, comme on n'a pas ces outils, eh bien, on va juste se structurer, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va être très figé dans notre fonctionnement. C'est même étonnant parce que beaucoup de gens, par exemple, vont être persuadés d'avoir une sorte de nature profonde, quelque chose qui serait immuable, quelque chose qui fait partie de ce qui semble ne pas être le cas quand on étudie vraiment le comportement humain, voire l'identité humaine. On s'aperçoit qu'une identité, ça bouge, ça peut grandir, ça peut se transformer, ça peut bouger de plein de façons différentes. Mais ça ne le fera quasiment que pour deux raisons, soit parce qu'il nous arrive un accident de vie, bah, c'est pas forcément souhaitable, soit parce qu'on va s'en emparer. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut plus rechercher. Ok. Du coup, je pensais, je sais pas si tu as vu ce film de Arrival, qui est un film avec Jodie Foster où elle est avec des extraterrestres et elle doit étudier les signes qu'ils ont fait. Je sais pas si ça dit quelque chose. Bon, en tout cas, je pensais à Ça ça me dit puisque quelque chose. Un peu lointain, mais ça me dit quelque puisque chose. effectivement, je voulais parler du futur de la communication. Est-ce que tu penses que ces outils vont être de plus en plus développés dans les écoles? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hypnotiseurs et de gens qui font de l'hypnose et du coup, va y avoir de plus en plus de gens qui connaissent ces outils et qui peuvent les utiliser avec bienveillance, bien sûr? Ouais, je pense que c'est un long chemin. Maintenant, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Il y a aussi des résistances. Donc, on essaie de composer avec les résistances aussi. Déjà parce que c'est très loin de notre culture, en fait, à la base. Et les métiers plus établis dans ces domaines-là ont parfois du mal à remettre en question leur fonctionnement. Tu vois, par exemple, en France, en psychologie, par exemple, on rejette à peu près tout ce qui s'est créé depuis 70-80 ans aux États-Unis. Ce qui est compliqué, quand même, parce que on peut avoir des réticences sur certaines choses, mais il y a aussi des choses passionnantes et intéressantes. C'est quand même étonnant que dans un domaine dit scientifique, des personnes aient 70 ans de retard sur ce qui fait dans le pays le plus avancé dans ces techniques-là. Ça montre quand même quelque chose qui est étonnant. Et ça montre aussi qu'il y a des lourdeurs et des résistances. Après, il y a des motifs de réjouissance aussi parce que je crois qu'il y a une conscience de ça qui est vraiment en train de se développer, par contre.
Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes, quand elles sentent qu'il y a des problématiques, des comportements sur lesquels elles butent, des émotions qu'elles n'arrivent pas à gérer, qui vont avoir de plus en plus l'idée d'aller vers des accompagnants qui maîtrisent ces techniques-là et qui en tirent des beaux résultats. Donc en fait, l'efficacité de ces disciplines a tendance à pousser dans le bon sens. Et puis au niveau de la recherche aussi, ça fait maintenant une centaine d'années qu'on fait de la recherche scientifique sur l'hypnose, ça bouge beaucoup, ça avance beaucoup. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça commence même à être à la mode dans certains domaines, ce qui était inespéré il y a 15-20 ans. On suit un peu le parcours de la méditation, avec peut-être 10-15 ans de décalage. Et ça ouvre beaucoup de perspectives parce que dès lors que ça passe par la recherche, que ça passe par des personnes qui vont faire autorité dans leur domaine, eh bien ça ouvre des portes évidemment. Moi, j'aimerais beaucoup que ça rentre dans les écoles. J'y travaille, là, il y a des projets qui sont autour de ça, il y a de plus en plus d'enseignants, il y a de plus en plus de directeurs d'école, de parents d'élèves, il y a de plus en plus de personnes qui vont vers ça. Et là encore, ça se heurte pour l'instant à des résistances, alors ça bouge, mais il y a des peurs. L'hypnose est un mot hypnose est un mot qui est très connoté, malheureusement. Donc, il y a quand même un travail de fond pour arriver à dépasser un petit peu ça. Il y a des peurs de perte de contrôle, des peurs de prise de pouvoir, des peurs qui souvent sont injustifiées, qui souvent sont très très loin du réel. Mais bon, les croyances populaires, avant qu'elles partent, il faut quand même souvent beaucoup travailler. Donc, on essaie de travailler à ça, en tout cas. Ouais, c'est vraiment ça le futur. Du coup, je voulais en parler de ça, du futur de la communication. Est-ce que tu as entendu parler de neurofeedback? Quelles sont les nouvelles technologies ou en neurosciences? Quelles sont un petit peu les avancées sur lesquelles, bah, Neuralink par exemple, est-ce que tu attends des choses là-dessus? Est-ce que tu te renseignes beaucoup sur ce genre de projet? Oui, bien sûr. Bah, déjà parce on est en lien avec des labos qui travaillent sur pas mal de nouvelles technologies autour de ça. Maintenant, je dirais il y a deux choses qui rendent ça un peu difficile pour aujourd'hui. Par exemple, on n'a absolument aucun élément stable qui permet de définir la question des états de conscience. Donc, si on relie ça à l'hypnose, vu qu'on ne sait pas mesurer les états, ils sont très subjectifs. On a très peu d'outils de mesure de la subjectivité pour l'instant. Euh, il y a beaucoup d'avancées en phénoménologie qui nous permettent de commencer à espérer dans cette direction-là, mais c'est vrai que c'est des choses qui mettent un petit peu de temps à se développer. Du côté de la question des états de conscience, pour l'instant, la technologie n'a pas beaucoup de prise. Par contre, au niveau du neurofeedback, c'est vrai que c'est déjà même un niveau très basique, amener les gens à pouvoir avoir une concrétisation de ce qui se passe en eux. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment pousser dans notre culture à l'intériorité. Parce que par exemple, méditer sans savoir si on y est ou pas, si on y arrive ou pas, toutes les questions que les gens se posent en permanence. Si on a un système de neurofeedback qui nous permet d'évaluer certaines réactions, c'est rassurant, c'est encourageant. Et puis je crois aussi que le fait que ça soit visible, mesurable, concret, ça permet à des personnes qui quelquefois ne sont pas très à l'aise avec ces notions-là de s'y sentir un peu mieux, de s'y sentir un peu plus guidé quelque part. Euh, sur le sommeil, par exemple, il y a des appareils de biofeedback aujourd'hui qui sortent et qui commencent à vraiment être intéressants. Après, j'ai l'impression qu'on est dans les premières générations, donc il y a peu de gens pour l'instant qui s'y intéressent vraiment. Mais du coup, ça reste des tout petits marchés de niche, donc peu de moyens vraiment pour développer les choses encore pour l'instant. Mais ouais, je pense que dans les 10-15 prochaines années, il y aura forcément des technologies passionnantes autour de ça. Ouais, clairement, il y a des gens qui sont peut-être pas au courant dans le chat, il y a des montres ou même des applis sur téléphone qui permettent bah, de mieux dormir, enfin au moins de calculer les cycles pour voir comment on peut dormir. Il y a Anthony Jacquin aussi qui nous a parlé d'une app qui s'appelle Painkiller, qu'il a fait aussi pour voilà, un audio qui permet de réduire la douleur. En tout cas, voilà, il y a plein de nouvelles. Moi, j'utilise Muse aussi, qui est un électroencéphalogramme qui permet de faire des séances de méditation guidées, audio guidées. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. En tout cas, ça permet de prendre le temps de le faire, même si voilà, ça dure 5 minutes, ça permet de prendre un temps pour soi. Et c'est vrai que il y a des gens qui sont très contre ce genre de technologie pour dire pourquoi besoin d'un casque pour méditer, alors qu'en fait, je trouve que ça rend enfin, l'envie de le faire finalement. C'est pas le casque, au fond, c'est pas le casque qui médite, il faut toujours le faire. Donc, on délègue pas quelque chose. Par contre, on a un outil de mesure et mesurer la progression. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui amène vers le jeu aussi, et le jeu nous fait avancer. On reste des mammifères qui ont besoin de jouer. Sur les technologies, là, je suis en train de travailler sur une technologie qui est très simple, mais qui est très intéressante, qui découle un peu, je sais pas si tu connais ça, ce qu'on appelait les Dream Machines dans les années 60-70.
Euh, je Dans sais pas les... si tu as déjà entendu parler de ça. Moi, je pense à un film où, pareil, enfin, où on mettait une pièce et puis il y avait un truc qui apparaissait pour dire un peu le futur ou quelque chose comme ça. Non, vas-y, dis-moi. Ah non, les Daylight Machines, c'est en fait, certaines personnes dans ces époques-là s'étaient aperçues qu'il y avait des effets stroboscopiques qui pouvaient modifier les états de conscience. Et notamment, comme c'était une époque où il y a pas mal de gens qui commençaient à s'intéresser aux trans méditatives, au chamanisme, etc., aux psychédéliques aussi, c'est l'époque où c'était possible de s'intéresser à ça facilement. Il y a des personnes qui ont repéré que certaines fréquences de lumière, notamment avec la lumière pulsée, une sorte d'effet stroboscopique, provoquaient certains effets très très intéressants. Du coup, il y a eu tout un mouvement autour de ça, pas mal d'artistes qui ont utilisé ça. Il y avait des salles de concert à une époque équipées de Dream Machine pour que les gens puissent vivre des expériences plus vivantes, plus fortes. Et puis c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps parce que la technologie était peut-être pas assez avancée. Aujourd'hui, on peut revenir un petit peu sur ça avec des technologies, notamment les LED, qui nous permettent de faire des choses très intéressantes. Et là, on est en train de développer à l'Arche une technologie qui va, c'est une lampe en fait, hein, pour faire assez simple, qui va permettre d'atteindre très rapidement des états de méditation assez profonds, des états hypnotiques assez variés, selon les fréquences, notamment des lampes qui vont être utilisées. Et bah, voilà, si c'est encore un tout petit peu d'eau, parce qu'on est en train de travailler sur les prototypes en ce moment, qu'on va recevoir dans quelques semaines, en janvier. Mais si à l'occasion tu as envie de tester, ça sera avec plaisir. C'est plutôt amusant comme expérience. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ce genre de technique, effectivement, à LED avec de la pulsation de lumière. Et ouais, ouais, ça doit être très intéressant. Et pour des gens qui sont visuels, effectivement, bah, ça doit très très bien marcher. Clairement, ça doit être très intéressant. Euh, du coup, sur la formation, donc depuis 2002, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu trouves que le digital, ça a amené... qu'est-ce que tu penses de toutes ces nouvelles technologies quand même qui bah, nous font communiquer autrement? Et du coup, est-ce que ça, tu t'es adapté? Comment ça se passe? Du coup, Psychonaute, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? J'ai vu que c'était un site où tu pouvais du coup découvrir ces mondes intérieurs. Alors, je te laisse bah, nous présenter ce projet qui a l'air complètement fascinant. Euh, mais en fait, oui, moi j'ai longtemps enseigné ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Donc, j'ai écrit plusieurs bouquins là-dessus il y a assez longtemps. Ça me tenait vraiment à cœur de transmettre en fait une pratique qui autonomise les gens. L'hypnose, c'est fascinant à vivre. Si tu vis une séance d'hypnose, souvent tu ressors, t'es émerveillé. Et souvent, les gens ont l'impression que ça vient de l'hypnotiseur, alors qu'en fait, c'est leur cerveau qui a travaillé. Et pour moi, l'auto-hypnose a ce côté génial de dire aux gens, ben voilà, ce que vous avez vécu, en fait, vous pouvez vous le refaire. Et vous pouvez même peut-être le refaire encore mieux, parce que si vous le faites un peu tous les jours, vous allez largement progresser. Même un bon hypnotiseur, s'il te fait une séance alors que c'est la première fois de ta vie, t'as pas un entraînement mental qui fait que ça ira aussi, ça te paraîtra génial, mais ça sera pas aussi fort que quelqu'un qui maîtrise vraiment la technique. Et donc, l'auto-hypnose permet ça. Et les gens font des choses assez incroyables lorsqu'ils font l'auto-hypnose régulièrement. Et c'est vrai que pour avoir beaucoup enseigné ça, il me manquait toujours deux choses quand j'enseignais ça. La première, c'était de créer quelque chose qui permettait de la régularité. Quelqu'un qui fait un stage de 2 jours d'auto-hypnose, il peut ressortir avec un effet waouh, mais est-ce qu'il va vraiment pratiquer chez lui? Est-ce qu'il a de quoi renouveler sa pratique? Est-ce qu'il a de quoi échanger avec des personnes qui font aussi l'auto-hypnose? Et ça manque un peu, je trouve, dans des stages classiques. Euh, du coup, il y a 2 ans maintenant, c'est tout pile 2 ans même quasiment, on a lancé avec un ami, Bruno Suras, une plateforme où on s'est dit au début, ça va être juste pour quelques passionnés. On va proposer un programme d'auto-hypnose, de programme qui nous ferait rêver. Et on a commencé en faisant un live toutes les semaines pour dire aux gens, on vous accompagne, on vous fait tester des choses. Et puis, bah, comme ça, toutes les semaines, il y aura une régularité. Et puis, on crée un forum, vous pourrez parler, vous pourrez échanger. Et ça a eu un énorme succès, puisque au moment où on a annoncé ça, je crois qu'on a annoncé ça en disant, voilà, c'est pour dans 2 mois. Et un mois après l'annonce, et donc un mois avant le lancement, on avait déjà 1 millier d'inscrits, ce qui était Bah, énorme. génial. Enfin, on n'a jamais imaginé que ça pourrait avoir cet engouement-là. Donc on s'est dit bon le petit projet un petit peu spontané comme ça qu'on voulait créer, ben, il va pas tenir avec 1000 personnes, c'était pas pensé pour ça. Donc on a créé un site, on a créé une plateforme qui en est à sa V2, on vient de sortir la V2 là justement, ça va engendrer une appli là en février. Euh, et en fait on s'est dit on va créer tout le contenu pour que les gens fassent toutes les expériences d'état de conscience modifié qui puissent exister en sécurité avec de la progression quand c'est des expériences fortes.
On voulait pas y mettre le mot hypnose, auto-hypnose, parce qu'il est très connoté. Donc, on a appelé ça psychonaute, en hommage à tout un mouvement, en fait, qui existait avec des gens comme Aldous Huxley, par exemple, Timothy Leary, enfin, des gens qui étaient les premiers psychonautes, les explorateurs de l'esprit, euh, qui sont des personnes passionnantes. Et on s'est dit, ben voilà, si ces personnes-là existaient aujourd'hui, ils auraient Internet, ils feraient une appli et ils partageraient leurs expériences. Donc, on a fait ça. Et bah, la plateforme, elle a énormément grandi. On a des milliers d'utilisateurs dessus. C'est quelque chose il y a une communauté géniale de gens qui débutent complètement, toujours il y a des gens qui rejoignent la plateforme, puis il y en a qui commencent à être très expérimentés et qui font des trucs géniaux avec leur cerveau. Donc on y apprend aussi bien des choses comme l'écriture automatique, le rêve lucide. On travaille des capacités toutes simples comme se concentrer. Là, on fait des programmes expérimentaux. Lundi, on était avec l'équipe de France de judo pour travailler avec eux sur un programme d'entraînement spécial pour les compétitions. Voilà, on se tourne dans plein de directions différentes et c'est devenu une sorte de Netflix avec plein de possibilités, des centaines d'heures de contenu et des jeux pour s'amuser avec son esprit. Ouais, c'est top. Bah écoute, j'irai découvrir ça direct en fait, parce que j'étais pas assez au courant, Moi, mais je bien sûr, je me suis t'en renseigné dirai un avant, peu. j'ai vu un petit peu et tout, mais ouais, ça a l'air top. Donc, ouais, vraiment, vraiment génial. Si dans le chat vous avez des questions, bah n'hésitez pas, Kevin est là pour ça aussi. Et si pendant ce temps-là, Kevin, tu aurais des inspirations, des séries, des films, des livres à nous conseiller, eh bien, ce serait avec plaisir. Bien sûr, les tiens, bien sûr les tiens. Et si t'as d'autres idées, en tout cas, n'hésite pas. Qu'est-ce qui me vient comme ça? Au niveau bouquin, moi, je viens de terminer d'écrire un bouquin. Après, il est pas encore édité. On est en train de négocier avec des éditeurs justement en ce moment, mais qui revient un peu à une de tes remarques de tout à l'heure. C'est un bouquin, euh, un peu un bouquin d'auto-hypnose, on pourrait dire, mais qu'on va présenter comme un livre de magie, ce qui fait le lien avec pour les enfants. C'est-à-dire se dire, bah, si je veux devenir un magicien, en fait, ce que je vais devoir dompter, c'est mon cerveau et mon imagination. Donc c'est un livre qui est assez ludique. On a coécrit avec une personne que je trouve géniale qui s'appelle Isabelle Servant, qui a écrit plusieurs livres pour des publics jeunes. Alors souvent des livres qui sont autour de l'éducation. Une personne qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait créer dans les écoles pour changer un petit peu notre vieux système éducatif un peu dépassé, un peu obsolète. Et on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Moi, l'envie de transmettre de l'auto-hypnose à des enfants, mais en même temps, c'est pas une population que je connais très bien, alors qu'elle la connaît très très bien. Et donc, c'est un gros chantier. On a passé pas mal de temps à explorer un petit peu tout ce qu'on voudrait transmettre. On a eu l'envie d'en faire un livre de magie. L'idée, c'est vraiment qu'un enfant se dise, bah, il y a des gens qui sont des magiciens, qui ont des secrets. Mais en fait, ces secrets, ils sont pas destinés à certaines personnes. On peut tous les découvrir, on peut tous les trouver. Et voilà, donc là, il est voilà, en cours de préparation. J'imagine qu'il va sortir d'ici 6 mois à peu près. On n'a même pas le titre définitif, donc on est encore en train de chercher le titre. Mais il est écrit, voilà, il est terminé. Là, on est dans le temps éditorial, couverture, etc. Ouais, bah super Euh, projet. voilà, moi, j'espère que ça va plaire. Je pense que ça va autant plaire aux parents qu'aux enfants, en fait, parce que même si on s'adresse à des enfants qui vont avoir peut-être 10 à 15 ans, 10-12 ans, c'est peut-être en étant quand même un petit peu accompagné, mais on va dire que a priori, les parents devraient autant aimer puisque tout ce qui est dedans, en fait, peut servir à tout le monde. C'est juste la manière de l'amener qui semble essentielle quand on commence une vie. Et je vais prendre un exemple tout simple, en fait. Hein. On nous dit d'apprendre à l'école, mais on ne nous dit pas comment on apprend. Et rien que ça, c'est quand même dommage que certaines personnes le découvrent par elles-mêmes et d'autres non. Et je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée qu'on puisse dire que ceux qui ont réussi à trouver comment sont des élèves doués et que les autres sont des cancres. Ça me semble être un peu dommage d'envisager ça comme ça. Donc, donnons les outils à tout le monde et on verra ce qui se passe après. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, il y a plein d'outils sur Psychonautes à découvrir. Ça donne bien, bien envie. Bah écoute, merci en tout cas pour toutes ces questions. En ce qui concerne les futures formations, tu penses que justement pour apprendre, tout est disponible maintenant sur Internet. Qu'est-ce qui empêche en fait on peut tout apprendre maintenant, du coup, pourquoi enfin, j'avais lu ce truc sur Facebook qui disait on pensait que c'était Internet qui allait débloquer tout parce qu'on aurait accès à tous les savoirs et au final, c'est pas ça quoi. Donc, est-ce que apprendre à apprendre, c'est aussi être
déterminer, faire des erreurs, comprendre que on peut se permettre, mais au moins de faire petit à petit. Je pense que ça joue, oui. Euh, sur des apprentissages, alors l'auto-hypnose, par exemple, ça s'apprend très bien sur Internet. L'hypnose, on peut en faire des parties théoriques, on va dire, mais les parties pratiques, il y a besoin de contact humain, il y a besoin de sentir les choses. Il y a aussi, euh, je pense qu'il y a une partie où l'humain et le rapport humain va quand même être important. Mais pour ce que tu dis, ouais, j'ai l'impression que on se dit souvent que c'est le manque de possibilités qui fait que les gens avancent pas, mais je suis pas sûr. Quand on donne toutes les possibilités à quelqu'un, c'est pas forcément l'élément déterminant. Je pense que transmettre le goût, l'envie. Moi, j'ai une chose qui me marque en tant que formateur, quand j'ai des élèves en face de moi. Tu vois, il y a quelques jours, je commençais un tout début de formation pour des gens qui apprennent l'hypnose. En fait, la plupart des gens qui sont en face de moi sont des adultes, évidemment, mais ça va de 18 à 70 ans. Et ce que je remarque, c'est que quasiment tous ont été traumatisés par l'école et ont amalgamé école, apprentissage, etc. Beaucoup de gens ont peur de l'échec. Beaucoup de gens n'estiment pas qu'il faut passer par de l'échec pour réussir, ce qui est dommage parce qu'on se prive de plein de tentatives et d'expériences quand on fait ça. Donc, quelqu'un qui est traumatisé par ça, on peut lui donner tous les apprentissages possibles, il n'en fera pas forcément tout ce qu'il peut en faire. Et je crois qu'il y a vraiment un truc à changer par rapport à ça. Essayer de transmettre cette idée que d'abord, avant tout, le goût d'apprendre et le goût de tester et de se planter, et c'est pas grave, et de recommencer, etc. C'est peut-être ça qui va faire le reste. Et je crois, même si une personne qui a ça n'a pas tout à disposition, elle trouvera tout. Quelqu'un qui a pas ça, qui a tout à sa disposition, ne fera pas forcément grand-chose avec, Ouais, je suis tout à fait malheureusement. d'accord. De mettre à disponibilité tous ces outils de communication, enfin voilà, d'hypnose aussi, comme tu dis, c'est vraiment génial. Et toi, tu fais ça bah, enfin, combien d'années maintenant? J'ai l'impression d'être vieux quand tu me dis ça. Bah, on est. J'ai ouvert mon premier cabinet à 17 ans. Ça fait un peu plus de la moitié de ma vie. Ah ouais, ouais, du coup, ok. Ouais, bah ouais, ça fait un sérieux moment. Moi, je me suis intéressé aussi à ça vers 18 ans. J'ai lu beaucoup de bouquins, puis après, je me suis formé, Ouais, moi, surtout street hypnose, et puis magie et hypnose aussi, qui était plus ma passion, forcément, qui était plus la magie, mais qui m'a permis de découvrir ces mondes c'est exactement invisibles dont on parle et qui permettent de mieux comprendre bah, les mécanismes des gens pour changer leur réalité et pour créer un tour de magie. Et comme tu le disais tout à l'heure, très bien aussi, le tour de magie va beaucoup dépendre du contexte, c'est-à-dire la présentation qu'on en fait. Et deux magiciens vont pouvoir faire exactement le même tour et l'effet va être complètement différent en fonction des mots, en fonction de l'engagement, en fonction de l'intention. Et quelque chose que j'ai souligné aussi quand tu disais, c'est se connecter aussi avec les gens quand t'es là, que t'es là pour eux, en fait, pour leur apprendre des choses et que si t'es là pour leur donner ton cours et qu'ils y voient pas de bénéfices personnels et que tu prêtes pas l'attention et que tu t'as pas l'écoute non plus, c'est vrai que c'est plus difficile, forcément. oui, complètement. Mm. Bah écoute, merci pour tout. En tout cas, merci à vous dans le chat aussi. Il n'y avait pas trop de questions, du coup, je suppose qu'on a été super clair, que tout le monde a compris. En tout cas, voilà des projets vraiment bah, à suivre, passionnants. Vous pouvez vous rendre sur bah, Kevin Finel underscore psychonaute pour voir du coup aussi les liens vers cette bibliothèque. Moi, en tout cas, je sais que j'irai y faire un tour. Je te souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et puis on se tient au courant pour Merci beaucoup. la sortie du livre aussi, la sortie du livre pour les magiciens petits. Merci Kevin. Avec grand plaisir. Salut, Merci à bonne toi. soirée. À bientôt. À bientôt, salut. Et bien voilà, c'était l'interview avec Kevin Finel. Merci beaucoup d'avoir été là dans le chat. C'était super intéressant de voir tous ces projets, toutes ces soft skills qu'on peut apprendre et bah, de découvrir une nouvelle plateforme. Je connaissais pas encore, je connaissais Kevin de nom et ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Donc je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée et puis on se retrouve demain à 20 h pour une autre émission. Voilà, ciao ciao, bonne soirée, à plus.